Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'œuvre d'une autrice immense, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022. Bonjour. Et pour vraiment saisir son univers, on a décidé de se concentrer sur un livre en particulier, peut-être la clé de tout en fait, La Place. Absolument, c'est le livre fondateur. Voilà. Notre but, c'est de comprendre pourquoi ce texte, qui est si court, si dépouillé, continue de résonner aussi fort des décennies après. Comment, en racontant son père, elle a en quelque sorte inventé une nouvelle façon d'écrire. C'est exactement ça. Et pour y entrer, il y a un mot qu'il faut poser sur la table tout de suite. Un mot qu'elle a créé elle-même. Ah oui. L'auto-sociobiographie. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est la clé. Ce n'est pas juste une autobiographie. D'accord. C'est un projet bien plus grand. Utiliser sa propre histoire, l'intime, pour sonder les fractures sociales d'une époque. Avec La Place, l'histoire d'un seul homme, son père, devient le reflet de toute une société. Alors, allons-y. Le contexte, il est à la fois simple et tranchant. On est en 1983. Le livre s'ouvre sur la mort de son père. Oui, juste après qu'elle ait obtenu son poste de professeur titulaire. Le choc. Et c'est ça qui déclenche l'écriture. Mais tout de suite, elle pose une règle, un interdit presque. Elle écrit « Le roman est impossible ». Alors ça interpelle. Pourquoi une écrivaine se dirait ça? Pourquoi ce rejet de la fiction? C'est la question centrale. Et la réponse, c'est pas juste un choix de style. C'est une question d'éthique, De loyauté? de trahison même, elle le dit. Exactement. Pour Ernaud, prendre la vie de son père, une vie soumise à la nécessité, comme elle dit, et la transformer en une histoire passionnante, avec des rebondissements, du suspense. Mais avec de belles phrases? Ce serait le trahir. Ce serait le regarder de haut avec les outils de la culture dominante. La culture qui, justement, l'a toujours écrasé, lui. C'est un peu comme lui mettre un costume de soirée alors qu'il a porté un bleu de travail toute sa vie. Ça sonnerait faux. C'est une image parfaite. Ce serait le déguisé. Donc elle refuse ça. Et à la place, elle choisit une approche quasi ethnologique. C'est froid, c'est factuel. Elle retrace son parcours, ouvrier agricole, puis à l'usine et enfin le rêve d'une vie. Devenir son propre patron. Voilà, tenir un petit café-épicerie en Normandie. Et ça nous amène au titre, justement. La place. Toutes les sources qu'on a lues insistent là-dessus. Ce mot est polysémique. Il veut dire plein de choses. C'est le cœur du réacteur. Bien sûr, il y a le sens littéral, la place du commerce, mais c'est surtout le sens sociologique qui est partout. C'est-à-dire. Pour son père, toute son existence est guidée par une angoisse terrible, celle de tenir sa place. Ne pas faire de vagues. Surtout pas. Ne pas parler trop fort, ne pas faire des manières, et puis il y a cette peur encore plus profonde d'être déplacé. D'être déplacé. Oui, de se retrouver dans une situation où on n'a pas les codes, où les vêtements, la façon de parler, tout vous trahit. C'est la peur de la honte sociale, en fait. C'est fou, cette obsession de garder sa place, alors que sa fille, elle, a fait tout l'inverse. Elle a quitté sa place. C'est un miroir parfait, un miroir inversé. Elle est ce qu'on appelle une transfuge de classe. L'école lui a permis de quitter ce monde-là pour intégrer le monde intellectuel, bourgeois. Et tout le livre est construit sur cette tension. Le père qui s'accroche à sa place et la fille qui en est sortie. Et qui, du coup, a créé un fossé immense entre eux. C'est la source de sa réussite, mais aussi de sa plus grande douleur. D'accord. Donc, pour raconter ça, cette tension intime et sociale, il lui fallait un nouvel outil, d'où ce fameux mot dont tu parlais au début. L'auto-sociobiographie. Essayons de le décortiquer alors. C'est assez simple, en fait. Auto, c'est le soi, l'expérience personnelle, vécue. Mhm. Biographie, c'est le récit de la vie d'un autre. Ici, son père. Et le trait d'union au milieu, le socio, c'est ça la révolution. C'est l'analyse des mécanismes sociaux, des rapports de classe qui façonnent ces deux vies. Elle refuse de séparer l'intime du collectif. Jamais. Pour elle, tout ce qui est intime est social et politique. Du coup, quand elle utilise le jeu, c'est pas un jeu narcissique, c'est ça? C'est autre chose. C'est la meilleure façon de le dire. Elle parle elle-même d'un jeu transpersonnel. C'est un jeu qui est à la fois elle, bien sûr, mais qui sert aussi de réceptacle à l'expérience de milliers d'autres. Sa mémoire à elle, Devient une mémoire collective. voilà. En racontant son père, elle ne raconte pas juste un homme. Elle raconte la condition de toute une classe. Elle donne une chair, une voix à ce que la sociologie décrit de manière plus abstraite. Et en parlant de sociologie, on sent bien qu'on n'est plus seulement en littérature. Ah non, on est en plein dedans. Et toutes nos sources le confirment. Sa rencontre avec l'œuvre de Pierre Bourdieu a été un choc. Un tournant.
Elle a dit qu'il lui avait donné les mots pour penser sa propre histoire, c'est ça? C'est exactement ça, pour nommer cette violence silencieuse qu'elle avait toujours ressentie sans pouvoir la conceptualiser. Les concepts de Bourdieu, ils sont pas juste cités dans le livre, ils en sont l'ossature. On peut donner des exemples concrets. Bien sûr, prenez l'habitus, c'est toutes ces manières de parler, de se tenir, de manger, qu'on absorbe sans même s'en rendre compte. Le père d'Ernaud en est pétri. D'accord. Et à l'opposé, il y a le capital culturel, les diplômes, les livres, la maîtrise de la bonne langue. Ce que sa fille acquiert, elle, précisément. Et c'est ce décalage de capital qui va créer un mur d'incompréhension entre eux. Ils ne parlent plus la même langue au sens propre comme au figuré. Et il y a ce troisième concept qui est peut-être le plus dur, la violence symbolique. Oui, c'est ce sentiment d'infériorité que les dominés finissent par accepter comme une évidence. C'est quand le père dit « moi, Oui, j'y ai pas droit ». voilà. Il s'exclut lui-même de la culture. C'est une violence sans coup, mais elle est terrible. Alors, pour mettre en scène tout ça, ce projet si particulier, il lui fallait un style. Et c'est là qu'on arrive à sa marque de fabrique, l'écriture plate. C'est un choix aussi radical que le refus du roman. C'est une écriture neutre, volontairement, dépouillée. Pas de belles métaphores, pas de figure de style, rien. Elle va même jusqu'à bannir le passé simple, qu'elle trouve trop Trop littéraire. artificiel. Elle utilise le passé composé, le temps de l'oral, de la vie. J'ai une phrase d'elle là, qui résume tout. Elle dit vouloir une écriture qui serait celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Tout est dit, c'est l'écriture du constant. Le but, c'est l'objectivité, une distance presque clinique. Les critiques parlent souvent de scalpel ou de couteau. C'est une bonne image. Oui, c'est un instrument pour disséquer le réel, sans le filtre de l'esthétique. Mais alors, question bête, un style aussi froid, ça ne tue pas l'émotion, parce que ces livres sont incroyablement émouvants. C'est tout le génie de sa démarche. L'émotion, elle ne vient pas des mots, elle vient des faits, de leur juxtaposition brutale. Ah oui. Quand elle écrit, je cite de mémoire un truc comme « Mon père est mort le surlendemain de mon retour ». C'est sec, c'est brutal, mais tout le drame est là, dans le non-dit. L'émotion naît du vide. Elle fait confiance au lecteur, en fait. Et dans cette écriture, il y a un procédé qui frappe l'italique. Elle en met partout. Oui, et ce n'est pas un détail. C'est un outil sociologique très puissant. Elle met en italique les expressions typiques de son père, de son milieu. Comme se parterrer ou faire des manières. C'est ça. Et ça a une double fonction. D'abord, ça restitue la saveur d'une langue populaire. Ça lui donne une forme de dignité. C'est une archive. Et la deuxième fonction? Elle est plus douloureuse, j'imagine. Beaucoup plus. En mettant ces mots en italique, à distance, elle montre que ce n'est plus sa langue à elle. C'est devenu un objet d'étude. Et l'italique, c'est la cicatrice visible du fossé qui s'est creusé. C'est terrible. C'est comme mettre sous verre les mots de son enfance. Tous ces éléments, l'écriture plate, le refus du roman, le jeu sociologique, tout ça nous mène au cœur du livre, le drame du transfuge de classe. L'épigraphe de Genet qu'elle choisit est en coup de poing. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Ce mot, trahison, il est partout. Il est le moteur. Pour elle, l'école, qui est l'instrument de sa réussite, est aussi l'instrument de son déracinement. En apprenant le beau langage, en découvrant la grande culture. Elle commence à porter un regard extérieur sur ses propres parents. Il y a un regard qui peut être teinté de honte. Elle le dit avec une honnêteté qui désarme. L'ascension sociale a un coût. Et ce coût, c'est une forme de reniement. Ce qui crée cette distance qu'elle nomme, d'une façon si triste, un amour séparé. L'amour est toujours là, mais il ne peut plus franchir la barrière culturelle. C'est une formule d'une justesse implacable, oui. L'affection ne disparaît pas. Mais la communication profonde, le vrai partage, ça devient impossible. Les silences à table, on s'aime, mais chacun sur sa rive. C'est ça l'amour séparé. Et là, on comprend que l'écriture, c'est plus qu'un projet littéraire. C'est une tentative de réparation, de payer une dette. Absolument. En écrivant sur son père, avec cette rigueur sans jamais l'enjoliver, elle lui rend cette dignité. Une dignité que la société, que la littérature lui ont toujours refusée. Et c'est là qu'est le paradoxe magnifique. Elle utilise l'outil même qui les a séparés, L'écriture, la culture, pour tenter de le retrouver. c'est ça. Un critique, Philippe Villain, appelle ça l'écriture du don reversé. Le don reversé. Elle restitue à son monde d'origine, mais sous une autre forme, ce qu'elle a appris dans le monde dominant.
C'est une forme de justice, en fait. En conclusion, la place, c'est donc bien plus qu'un simple hommage. C'est une dissection de la domination sociale, une analyse des liens familiaux et l'acre de naissance d'une littérature forgée dans la nécessité et la douleur. Et ça nous laisse, je crois, avec une pensée un peu à contre-courant. On a l'habitude de célébrer l'ascension sociale comme une victoire totale. Oui, le rêve du self-made man, de celui qui s'en est sorti. Exactement. Mais Ernaud nous oblige à regarder le prix à payer. Ce sentiment de n'être plus vraiment à sa place nulle part. Ni dans le monde d'origine, ni tout à fait dans le monde d'arrivée. Et ça pose une question qu'on élude souvent. Laquelle? Qu'est-ce qu'on perd forcément quand on gagne une nouvelle place dans la société? Et ça nous invite à réfléchir à toutes ces fractures invisibles qui traversent nos sociétés, nos familles et parfois nous-mêmes. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.